Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, ma toute première de la série de lecture, où nous allons lire Agatha Christie. Alors, vous me direz si au niveau du son c'est bon, si au niveau visuel aussi c'est bon, même si je vous invite plus à écouter qu'à regarder ma tête, non? Bien entendu. Nous sommes sur le premier tome, je vais vous montrer, hein. Le premier tome, les années 1920-1925 de toutes ces histoires-là. Donc, on va commencer par la mystérieuse affaire de Steele. Ensuite, il y a Mr. Brown, le crime du golf, l'homme au complet marron, les enquêtes d'Hercule Poirot, le secret de Chimney. On commence bien entendu par la mystérieuse affaire de Steele. Ok, 1920, la mystérieuse affaire de Steele. Je me rends à Steele. Le vif intérêt que suscita dans le public ce qu'on appela à l'époque l'affaire de Steele est aujourd'hui quelque peu retombé. Cette histoire connut néanmoins un tel retentissement que mon ami Poirot et la famille Cavendish elle-même m'ont demandé d'en rédiger le compte-rendu. Nous espérons ainsi mettre un terme aux rumeurs extravagantes qui continuent de circuler. Je vais donc relater, sans m'étendre, les circonstances qui me valurent de m'y trouver mêlé. Blessé et rapatrié du front, on venait de m'accorder, à l'issue d'un séjour de quelques mois dans une maison de repos plutôt sinistre, un mois de permission. Sans parents proches ni amis, je me demandais ce que je pourrais bien faire lorsque je rencontrai par hasard John Cavendish. Je l'avais quasiment perdu de vue depuis des années. En réalité, je ne l'avais jamais beaucoup fréquenté. Bien qu'il ne parût pas ses 45 ans, il était de 15 ans mon aîné. Mais, dans mon enfance, j'avais effectué de nombreux séjours à Steele, la résidence de sa mère dans le comté d'Essex. Nous bavardâmes assez longtemps du bon vieux temps, et, pour finir, il m'invita à passer ma permission à Steele. Mère sera enchantée de vous revoir après tant d'années, ajouta-t-il. Comment se porte-t-elle demandai-je. À merveille. Vous savez sans doute qu'elle s'est remariée. Je ne parvins pas à cacher mon étonnement. Lorsqu'elle avait épousé le père de John, un veuf avec 2 enfants, Mrs. Cavendish était une belle femme d'un certain âge. Pour autant que je m'en souvienne, elle ne pouvait donc guère avoir moins de 70 ans aujourd'hui. Je me rappelais sa personnalité énergique et autoritaire. Tout à la fois mondaine et jouant volontiers les dames patronnesses, elle cultivait sa notoriété en inaugurant des fêtes de bienfaisance et en s'adonnant aux bonnes œuvres. Possédant un grand fonds de bonté véritable et une immense fortune personnelle, elle usait avec prodigalité de celle-ci pour satisfaire celle-là. Silcourt, leur maison de campagne, avait été achetée par M. Cavendish au début de leur mariage. Et ce brave homme était à ce point subjugué par sa femme qu'il lui en avait, à sa mort, laissé l'usufruit ainsi que la majeure partie de ses revenus, disposition qui, à l'évidence, lésait ses 2 enfants. Mais Mrs. Cavendish s'était toujours montrée fort généreuse envers ses beaux-fils. En outre, ils étaient encore très jeunes à l'époque du remariage de leur père. Et ils l'avaient toujours considérée comme leur propre mère. Lawrence, le cadet, avait été un adolescent fragile. Après des études de médecine, il avait renoncé à exercer et était revenu vivre à Steele-Court où il avait tenté de se lancer dans la carrière littéraire. Ses vers, hélas, n'avaient jamais remporté le moindre succès. Après quelques années de barreau, John, l'aîné, avait abandonné la carrière d'avocat au profit de l'existence plus aimable et plus convenable de gentilhomme campagnard. Il s'était marié 2 ans plus tôt et avait emménagé à Steele avec sa jeune épouse. Néanmoins, je soupçonnais qu'il eût préféré recevoir de sa belle-mère une pension plus importante
qui lui aurait permis de vivre ailleurs. Mais Mrs. Cavendish avait pour habitude d'établir ses propres plans et d'attendre que l'on s'y rallie de bonne grâce. Dans le cas précis, elle possédait un atout majeur. Elle tenait les cordons de la bourse. John remarqua mon étonnement quand j'appris le remariage de sa mère, et eut un sourire lugubre. Un sale petit gommeux, fit-il avec rage. Je peux bien vous l'avouer, Hastings. Sa présence nous complique pas mal l'existence. Quant à Evie, vous vous souvenez d'Evie? Non, elle n'était peut-être pas encore là de votre temps. C'est la gouvernante de mer, sa dame de compagnie, et son homme à tout faire. Une fille formidable, cette brave Evie. Pas particulièrement jeune ni jolie, mais un cœur d'or. Mais qu'alliez-vous me dire sur... Ah oui, sur cet individu. Il a débarqué d'on ne sait où. Officiellement, c'est un cousin éloigné ou un vague parent de notre bonne Evie. Bien qu'elle ne semble pas enchantée de ce lien de famille. Il n'est pas du même monde que nous. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il a une longue barbe, noire, et porte des bottines vernies par tous les temps. Il a tout de suite tapé dans l'œil de mère, et elle l'a engagé comme secrétaire. Vous savez qu'elle s'occupe toujours d'une multitude d'œuvres en tout genre? Je me le rappelais, en effet. Bien sûr, celles-ci se sont multipliées avec la guerre. Pas de doute que ce type l'ait beaucoup aidé. Mais imaginez notre stupeur quand, il y a de cela 3 mois, elle nous a annoncé ses fiançailles avec son Alfred. Cet individu a au moins 20 ans de moins qu'elle. C'est du maquereautage ostensible. Mais que voulez-vous? Mère n'en a jamais fait qu'à sa tête, et elle l'a épousé. Ça a dû vous créer une situation pénible. Pénible? Infernale, oui. C'est ainsi que, 3 jours plus tard, j'arrivai à Steele-Saint-Marie, petite gare absurde et sans raison d'être apparente, plantée au milieu de prairies verdoyantes et de chemins vicinaux. John Cavendish m'attendait sur le quai et nous nous dirigeâmes vers son automobile. Nous arrivons encore à obtenir 3 gouttes d'essence, m'expliqua-t-il, surtout grâce aux œuvres de mer. Le village de Steele-Sainte-Marie se trouvait à 3 bons kilomètres de la gare et Steele-Courts 1500 mètres plus loin. C'était une belle journée de juillet. Devant ces plaines bucoliques de l'Essex, qui s'étendaient sous le chaud soleil de l'après-midi, il était difficile d'imaginer que là-bas, pas si loin, une guerre se poursuivait. J'eus la soudaine impression de me pénétrer dans un autre univers. J'ai bien peur que vous ne trouviez la vie ici quelque peu monotone, Hastings, me dit John, tandis que nous franchissions les grilles du parc. Mon cher ami, je ne cherche rien d'autre. Bah, c'est assez agréable si on a envie de couler une existence oisive. Je m'entraîne avec les volontaires 2 fois par semaine. Et à l'occasion, je donne un coup de main aux fermiers. Ma femme travaille régulièrement sur le terrain. Tous les jours, elle se lève à 5 heures du matin pour traire des vaches. Et elle ne dételle pas jusqu'au déjeuner. Ce serait somme toute la belle vie, s'il n'y avait pas ce fichu Alfred Higglethorpe. Il ralentit et jeta un coup d'œil à sa montre. Je me demande si nous avons le temps de passer prendre Cynthia. Non. À cette heure-ci, elle a déjà quitté l'hôpital. Cynthia? Ce n'est pas votre femme? Non, c'est une protégée de mère, la fille d'une de ses anciennes amies de pensionnat. Elle avait épousé un avocat véreux, lequel a fait faillite. Quand Cynthia s'est retrouvée orpheline et sans le sou, mère l'a prise sous son aile. Cynthia vit à Stills depuis bientôt 2 ans. Elle travaille à l'hôpital de la Croix-Rouge de Tadminster, à une 12aine de kilomètres d'ici. Nous étions arrivés dans la superbe vieille demeure. Une femme vêtue d'une jupe de tweed épais était penchée sur un massif de fleurs. Elle se redressa à notre approche. « Salut Evie, je vous présente notre blessé de guerre, l'héroïque Monsieur Hastings, Miss Howard. »
Miss Howard me gratifia d'une poignée de main franche et presque trop vigoureuse. Je fus frappée par le bleu intense de ses yeux qu'accentuait le hâle de son visage. D'un physique agréable, elle pouvait avoir une quarantaine d'années. Elle parlait d'une voix profonde, presque masculine, et ses pieds chaussés de lourdes bottes de travail donnaient la mesure d'un corps solidement charpenté. Je découvris bientôt qu'elle exprimait volontiers un style télégraphique. Mauvais herbe, pose comme du chien-dent, impossible à en venir à bout, tâcherait de vous mobiliser, méfiez-vous. Je serais enchantée de me rendre utile, répondis-je. Dites pas ça, jamais. Après on regrette. Vous êtes cynique, Evie, dit John en riant. Nous prenons le thé aujourd'hui? Dedans ou dehors? Dehors, trop beau pour rester cloîtré. Venez, vous avez fait assez de jardinage pour aujourd'hui. Toute peine mérite salaire, et vous avez besoin de vous rafraîchir. Miss Howard ôta ses gants de jardinage. À tout prendre, j'aurais assez tendance à être d'accord avec vous sur ce point, acquiesça-t-elle. Et ce fut la phrase la plus longue qu'elle ait probablement jamais prononcée. Elle nous fit faire le tour de la maison et nous conduisit jusqu'à la table de jardin, où le thé était servi sous un sycomore majestueux. Une jeune femme se leva d'un fauteuil en osier et vint à notre rencontre. « Hastings, ma femme, » dit John en guise de présentation. Jamais je n'oublierai cette première rencontre avec Mary Cavendish. Sa silhouette élancée se découpait dans la lumière éclatante du soleil. Ses beaux yeux fauves, des yeux tels que j'en avais jamais vus chez aucune femme, brillaient comme un feu sous la braise. Et, derrière son extraordinaire sérénité apparente, on devinait qu'un caractère indomptable habitait ce corps aux proportions esquises. Tout ceci reste gravé au fer rouge dans ma mémoire, et je ne l'oublierai jamais. Elle me souhaita la bienvenue d'une voix à la fois grave et claire. Soudain ravie d'avoir accepté l'invitation de mon amie, je pris place dans un fauteuil d'osier. Mrs. Cavendish me servit un thé, et les quelques remarques frappées au coin du bon sens qu'elle m'adressa me firent que renforcer la fascination qu'elle exerçait déjà sur moi. N'était-ce pas agréable de trouver un auditoire qui appréciait ma conversation? Je relatai, avec un humour qui ne manqua pas d'amuser mon hôtesse, certaines anecdotes relatives à mon séjour dans la maison de convalescence. Peut-être convient-il de préciser que John, malgré ses belles qualités, ne passait pas pour un brillant causeur. Une voix que je n'avais pas oubliée nous parvint alors par une porte-fenêtre entr'ouverte. Après le thé, Alfred, vous écrirez à la princesse. J'écrirai moi-même à Lady Tadminster pour lui demander de présider la seconde journée. À moins que vous n'attendiez la réponse de la princesse. Si celle-ci refuse, Lady Tadminster pourrait présider la première journée, et Mrs. Crosby la seconde. Et n'oublions pas d'écrire à la duchesse pour lui rappeler la fête de l'école. Une voix d'homme se fit entendre, puis la nouvelle Mrs. Inglerthorpe répondit. « Oui, bien sûr. Après le thé, ce sera parfait. Vous êtes si prévenant, Alfred chéri. » La porte-fenêtre s'ouvrit un peu plus et une femme sortit, qui se dirigea vers la pelouse, encore belle avec ses cheveux blancs et son porte-altier. Elle était suivie d'un homme à l'allure différente. Mrs. Inglerthorpe m'accueillit avec effusion. « Monsieur Hastings, quel plaisir de vous revoir après tant d'années. Alfred chéri, voici Monsieur Hastings, mon mari. » Je regardais Alfred chéri avec curiosité. Il détonnait d'étranges façons dans notre petit groupe. Rien de surprenant que sa barbe déplut à John. C'était une des plus longues et des plus noires qu'il m'ait été donné de voir. Il arborait un pince-nez cerclé d'or et son visage paraissait figé dans une curieuse impassibilité.
Sans doute eût-il été très à son aise sur une scène de théâtre, mais il me sembla bizarrement déplacé dans la vie réelle. Sa poignée de main était sans conviction, sa voix basse et onctueuse. Ravi de faire votre connaissance, monsieur Hastings. Puis se tournant vers son épouse. Émilie, ma chérie, je crains que ce coussin n'ait un peu pris l'humidité. Elle le couva d'un regard pâmé, tandis qu'il lui changeait son coussin, avec toutes les marques de la plus tendre attention. Étrange aveuglement chez une femme, par ailleurs si raisonnable. Avec l'arrivée de M. Inglerthorpe, une atmosphère de gêne mêlée d'hostilité voilée parut s'installer. Miss Howard, en particulier, ne fit aucun effort pour masquer ses sentiments. Quant à Mrs. Inglerthorpe, elle ne sembla rien remarquer d'anormal. Elle avait conservé cette volubilité dont je me souvenais après tant d'années, et elle noya l'assistance sous un flot verbal où il était beaucoup question de la kermesse qu'elle organisait pour les jours suivants. De temps à autre, elle consultait son mari sur un problème de jour ou de date. Celui-ci ne départit à aucun moment de son attitude vigilante et attentive. Il m'inspira dès l'abord une antipathie aussi violente que définitive, et je me flatte de ce que mes premières impressions sont rarement infirmées par la suite. Lorsque Mrs. Inglerthorpe se tourna vers Evie Howard pour lui donner diverses instructions au sujet de son courrier, son mari me demanda de sa voix appliquée: « Êtes-vous militaire de carrière, monsieur Hastings ? » « Non. Avant la guerre, je travaillais pour la Lloyd. Avant la guerre, je travaillais pour la Lloyd. Et vous comptez réintégrer la banque après la fin des hostilités ? Peut-être, à moins que je ne me lance dans une nouvelle carrière. Marie Cavendish se pencha vers moi. Quel métier choisiriez-vous si vous n'écoutiez que votre cœur ? Cela dépend. N'avez-vous pas une marotte inavouée, insista-t-elle. Allons. Tout le monde en a au moins une, et c'est souvent un peu ridicule. Vous allez vous moquer de moi. Elle sourit. Ça, ce n'est pas impossible. Eh bien, figurez-vous que depuis toujours, je caresse le rêve d'être détective. Un vrai détective ? Je veux dire, inspecteur comme à Scotland Yard, ou bien Sherlock Holmes ? Oh, Sherlock Holmes, sans aucune hésitation. Mais toute plaisanterie mise à part, c'est vraiment cela qui m'attire. J'ai rencontré un jour en Belgique un inspecteur célèbre qui m'a fasciné. Un petit homme extraordinaire, un véritable dandy, mais d'une intelligence hallucinante. Selon lui, un bon détective se juge à sa méthode. J'ai fondé mon système sur le sien, mais j'y ai, bien entendu, ajouté quelques perfectionnements de mon cru. Un bon roman policier, moi, ça me plaît, intervint Miss Howard, mais on écrit trop de bêtises. Le coupable découvert au dernier chapitre ? Et à la stupeur générale, mon œil, oui. Un vrai crime, on saurait tout de suite qui a fait le coup. Il y a pourtant un bon nombre de crimes sans solution, fis-je remarquer. Pensez pas à la police, mais aux gens proches, à la famille. Pas possible de les rouler. À mon avis, ils seraient illégaux. Alors, répliquai-je, car la conversation m'amusait, si d'aventure vous étiez mêlé à un crime, vous seriez à même de désigner le coupable au premier coup d'œil ? Bien sûr, peut-être pas de le prouver à une bande d'hommes de loi, mais s'il s'approchait de moi, je le détecterais du bout des doigts. Le coupable pourrait être une coupable. Possible. Mais le meurtre sous-entend la violence. Et cette violence, je l'associerai avec un homme. Cette théorie ne vaut pas dans le cas d'un empoisonnement. La voix claire de Marie Cavendish me fit tressaillir. Et hier encore, poursuivit-elle, le docteur Boerstein me disait que les médecins sont dans une telle ignorance des poisons les plus subtils que d'innombrables cas de meurtre par substance toxique ne sont pas résolus. Voyons, Marie, s'exclama Mrs. Inglerthorpe. Quelle conversation sinistre. J'en ai la chair de poule. Ah, voilà Cynthia.
Une jeune fille vêtue de l'uniforme des aides volontaires traversait la pelouse en courant. « Eh bien, Cynthia, vous êtes en retard aujourd'hui. Je vous présente Monsieur Hastings, Miss Murdoch. » Cynthia Murdoch était une charmante jeune personne pleine de vie. Elle ôta sa petite coiffe d'infirmière et j'admirais la lourde masse ondulée de ses cheveux au brun et la blanche délicatesse de la main qu'elle tendait pour prendre son thé. Avec des yeux et des cils foncés, elle eût été sensationnelle. Elle se laissa tomber sur la pelouse près de John. Je lui tendis l'assiette de sandwich et elle leva vers moi un visage souriant. « Asseyez-vous donc sur l'herbe, on y est tellement mieux. » Je m'exécutai avec bonne grâce. « Vous travaillez à Tedminster, n'est-ce pas, Miss Murdoch ? Hélas, j'y rachète mes péchés. » « Il vous brime donc tellement ? » ?»« Ça, il ne s'y risquerait pas, » s'écria Cynthia avec un air de dignité offensée. « Une de mes cousines est aide-soignante, et elle a une peur bleue des infirmières en chef. Ça ne m'étonne pas, si vous les voyez, monsieur Hastings. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais Dieu merci, je ne suis pas aide-soignante. Je travaille au laboratoire de l'hôpital. Et combien de personnes avez-vous déjà empoisonnées ? Plaisantai-je. Bah, des centaines, rétorqua-t-elle avec un sourire. Cynthia, intervint Mrs. Inklerthorpe, j'aurai quelques lettres à vous dicter. Certainement, tante Émilie. Elle sauta sur ses pieds et je devinai dans son comportement la situation subalterne qu'elle occupait dans cette maison. Mrs. Inklerthorpe, en dépit de sa profonde bonté, ne lui permettait pas de l'oublier. Mon hôtesse se tourna vers moi. « John va vous montrer votre chambre. Le dîner est servi à 7h30. Depuis quelque temps, nous avons renoncé à souper plus tard. Lady Tedminster, qui est la fille de feu Lord Abbotsbury et l'épouse de notre représentant à la Chambre des communes, fait de même. Elle pense comme moi qu'il nous incombe de donner l'exemple. D'ailleurs, Stelcourt vit à l'heure de la guerre. Rien ici n'est gaspillé. Les moindres bouts de papier sont collectés et expédiés dans des sacs pour contribuer à l'effort national. » J'exprimai mon approbation, puis John m'accompagna jusqu'à la maison, et nous gravîmes le grand escalier qui, à mi-hauteur, se divisait en 2 branches desservant chaque aile de l'édifice. Ma chambre se trouvait dans l'aile gauche et donnait sur le parc. John me laissa seul, et, quelques instants plus tard, je le vis traverser la pelouse d'un pas lent. Cynthia Murdoch à son bras. J'entendis alors la voix de Miss Inklerthorpe appeler Cynthia avec impatience. La jeune fille tressaillit et courut vers la maison. Au même moment, un homme surgit de derrière un arbre et s'engagea sans hâte dans la même direction. Il me parut âgé d'une 40aine d'années, et je notai sur son visage imberbe et hâlé les signes d'une profonde mélancolie. Il semblait la proie d'une émotion violente. Quand il leva les yeux vers ma fenêtre, je le reconnus immédiatement. Bien qu'il eût beaucoup changé depuis notre dernière rencontre, 15 ans auparavant. C'était Laurence Cavendish, le frère cadet de John. Je m'interrogeai sur ce qui avait bien pu faire naître cette étrange expression sur son visage. Puis, sans plus y songer, je repris le fil de mes propres pensées. Cette première soirée à Stelcourt fut agréable, et je rêvai cette nuit-là de la femme énigmatique qui avait le nom de Mary Cavendish. Le lendemain matin se leva, clair et ensoleillé. Mon séjour s'annonçait délicieux. Je ne vis Mrs. Cavendish qu'à l'heure du déjeuner. Elle me proposa une promenade en sa compagnie, et nous passâmes un après-midi charmant à flâner dans les bois. Lorsque nous rentrâmes vers 17h, John nous fit signe de le rejoindre dans le fumoir. À son expression tendue, je devinai sans peine qu'il s'était produit un incident fâcheux. Il referma la porte derrière nous. « Marie, nous voici dans de beaux draps. Evie a eu une prise de bec avec Alfred Inklerthorpe, et elle nous quitte. »« Evie, elle s'en va ?» John prit un air lugubre. « Oui, elle a exigé une entrevue avec mère, et tiens la voilà. » Les lèvres serrées, l'air décidé, une petite valise à la main,
Miss Howard paraissait à la fois nerveuse et sur la défensive. En tout cas, s'écria-t-elle, je lui aurais dit ce que j'ai sur le cœur. Ma chère Evelyne, dit Mrs. Cavendish, ce n'est pas possible. Miss Howard secoua la tête d'un air buté. C'est parfaitement possible, au contraire. Ce que j'ai dit à Émilie, je ne l'oublierai pas, et elle ne me le pardonnera pas d'ici longtemps. Et tant pis si c'est un coup d'épée dans l'eau. Tant pis si ça ne lui fait ni chaud ni froid. Je lui ai pourtant dit tout net. Vous êtes une vieille bonne femme, et il n'y a pas pire imbécile qu'un vieil imbécile. Ce type a 20 ans de moins que vous, et, et ne vous bercez pas d'illusions sur les raisons qui l'ont poussé à vous épouser. L'argent. Alors ne lui en donnez pas trop. Rex, le fermier, a une très jolie femme. Demandez donc à votre Alfred combien de temps il passe là-bas. Émilie était furieuse. Normal, moi j'ai continué. Il faut que je vous prévienne, même si ça vous déplaît. Cet homme a autant envie de vous assassiner dans votre lit que de vous y voir. C'est un sale type. Vous pouvez dire tout ce que vous voudrez, moi je vous aurais averti. C'est un sale type. Et qu'a-t-elle répondu? Miss Howard fit une grimace des plus expressives. Cher Alfred, Alfred adoré, affreuse calomnie, affreux mensonge. Quelle mauvaise femme d'accuser ainsi son cher mari. Plus tôt je partirai, mieux cela vaudra. Alors je m'en vais. Mais pas tout de suite, à l'instant. Pendant quelques secondes, nous la dévisageâmes avec stupéfaction. Enfin, comprenant qu'aucun argument ne la ferait revenir sur sa décision, John sortit de la pièce pour aller consulter l'indicateur ferroviaire. Sa femme le suivit, non sans avoir murmuré qu'elle tenterait de raisonner Miss Inglethorpe. Dès qu'ils eurent quitté le fumoir, Miss Howard changea d'expression. Elle se pencha vivement sur moi. « Monsieur Hastings, vous êtes honnête. Puis-je vous faire confiance ?» Je restai quelque peu interdit. Elle me posa la main sur le bras et réduisit sa voix à un chuchotement. « Veillez sur elle, monsieur Hastings. Ma pauvre Émilie, ce sont des requins. Tous. Oh, je sais de quoi je parle. Il n'y en a pas un qui ne soit pas fauché et qui n'essaie pas de la dépouiller. Je l'ai protégée aussi longtemps que j'ai pu. Maintenant que je pars, ils vont lui tondre à la laine sur le dos. » « Bien sûr, Miss Howard, dis-je, je vous promets de faire tout ce que je pourrai. Mais je crois que vous êtes à bout de nerfs et que vous vous laissez emporter. » Mais elle m'interrompit en agitant l'index. « Croyez-moi, jeune homme, j'ai vécu en ce bas monde plus longtemps que vous. Ayez l'œil, vous verrez ce que je vous disais. » Le bruit d'un moteur nous parvint par la fenêtre ouverte, et nous entendîmes la voix de John. Miss Howard se dirigea vers la porte. La main sur la poignée, elle tourna la tête vers moi et me fit signe. « Et surtout, monsieur Hastings, veillez sur son ignoble mari. » Miss Howard n'eut pas le temps d'en dire davantage, assaillie qu'elle était par un chœur de formules d'adieu et de protestations d'amitié. Les Inglethorpe ne se montrèrent pas. Tandis que la voiture s'éloignait, Mrs. Cavendish s'écarta brusquement du groupe et traversa la pelouse pour se porter à la rencontre d'un homme grand et barbu. Elle lui tendit la main en rougissant un peu. Instinctivement, j'éprouvai de la méfiance à son égard. « Qui est-ce » demandai-je à John. « Le docteur Boersten. »« Et qui est le docteur Boersten ?»« Il fait une cure de repos ici au village, suite à une crise de neurasthénie aiguë. Il vient de Londres. C'est un des plus grands experts actuels en matière de toxicologie. Et un grand ami de Marie, ne put s'empêcher d'ajouter l'irrépressible Cynthia. John Cavendish fronça les sourcils et changea de sujet. « Allons faire un tour, Hastings. Tout ceci est bien triste. » Elle n'a jamais mâché ses mots, mais il n'y a pas d'ami plus sûr qu'Evelyn Howard. Nous nous enfonçâmes dans les bois qui longeaient la propriété et descendîmes jusqu'au village. À notre tour, alors que nous franchissions les grilles, une très belle jeune femme de type bohémien nous croisa et nous salua d'un sourire.
Jolie fille, fis-je remarquer. Le visage de John se durcit à nouveau. C'est Mrs. Raikes. Celle que Miss Howard? Précisément, dit John avec une brusquerie inutile. Je pensais à la vieille dame aux cheveux blancs dans son château, et au fin visage espiègle qui nous avait souri. Et un frisson trouble me glaça tout à coup, tel un pressentiment que je repoussai aussitôt. Style est vraiment un endroit superbe, dis-je à John. Il acquiesça sans se départir de son air sombre. Oui, c'est une belle propriété. Un jour, elle sera à moi. D'ailleurs, elle m'appartiendrait déjà si seulement mon père avait fait un testament convenable. Et je ne tirerai pas le diable par la queue comme c'est le cas pour le moment. Vous tirez vraiment le diable par la queue? Mon cher Hastings, je peux bien vous l'avouer, je ne sais plus où donner de la tête pour trouver 3 sous. Votre frère ne pourrait pas vous aider? Lawrence? Il a dilapidé jusqu'à sa chemise pour publier ses vers infects dans des éditions de luxe. Non, nous sommes fauchés comme les blés. Je dois reconnaître que mère s'est toujours montrée généreuse avec nous. Jusqu'à présent, du moins, depuis son mariage, bien sûr. Il fronça les sourcils et laissa la phrase en suspens. Pour la première fois, je sentis qu'avec le départ d'Evelyn Howard, quelque chose d'indéfinissable avait changé. Sa présence était synonyme de sécurité. À présent, cette sécurité avait disparu et l'atmosphère s'était chargée de suspicion. Je passai en revue tous les membres de la maisonnée et me remémorai le visage inquiétant du docteur Boesten. L'espace d'un instant, j'eus le pressentiment d'un malheur proche. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à dire en commentaire comment je pourrais m'améliorer, que ce soit sur la lecture, que ce soit au niveau de la vidéo, que ce soit peut-être au niveau même du fond vert, de tout ce qui peut vous passer par la tête, tout ce que je pourrais changer, la manière dont je pourrais changer les choses pour le rendre encore mieux. En tout cas, ça me fait plaisir de faire cette lecture avec vous et j'espère que ça vous fera du bien de pouvoir écouter quelqu'un lire pour vous. Parce que peut-être que vous n'arrivez pas à lire en ce moment, peut-être que vous avez du mal à vous lancer. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure dont vous écoutez cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Et merci de vous abonner, de commenter, de follow et même de partager cette vidéo. Voilà. Des bisous!